Voilà, donc je vais commencer par un état actualisé de la menace en vous donnant quelques chiffres. Donc, effectivement, actuellement, la menace numéro un qui touche les entreprises, c'est les attaques par rançongiciel, hein, qui sont donc ces malwares qui vont chiffrer les systèmes d'information des entreprises ou des organisations au sens plus général, hein, les collectivités territoriales, les hôpitaux, euh, certains organismes administratifs sont également touchés. Et donc, vous voyez effectivement que ça concerne à 52% les PME, mais que les collectivités territoriales sont également très fortement touchées. Ce qu'on constate, et ce sont des chiffres qui sont fournis par cybermalveillance.gouv.fr, c'est une hausse très importante des demandes d'assistance sur le site de cybermalveillance pour cette problématique des rançongiciels. Les grands chiffres qui sont donnés par l'ANSSI indiquent une progression, une multiplication par 4 de ces attaques sur ces dernières années. Chaque année, voilà, il y a vraiment une augmentation très, très forte de cette menace. Les conséquences sont très lourdes, perturbation de la production, vol de données, euh, voilà, donc atteinte à la réputation des entreprises. Donc je vais continuer sur la diapo d'après, voilà, pour vous donner effectivement les menaces telles qu'elles sont constatées au niveau national et telles qu'elles sont constatées également dans notre région. Donc, comme je vous l'expliquais il y a quelques instants, la menace numéro un, c'est le piratage, c'est-à-dire l'introduction dans les systèmes d'information à visée crapuleuse, hein. On parle de cybercriminalité. Donc, les rançongiciels sont une part très importante, mais également nous avons les attaques en déni de service, c'est-à-dire la saturation des serveurs informatiques qui sont connectés à Internet par un grand nombre de requêtes. Je ne sais pas si vous avez suivi dans la presse, mais hier, le Parlement européen a été visé justement par une attaque de ce type, qu'on appelle en DDoS, alors qu'il condamnait, il votait une résolution pour condamner la Russie par rapport à l'Ukraine. À ce titre, nous pouvons constater aujourd'hui que le contexte géopolitique amène une augmentation des risques, hein. Voilà. Et donc, il est effectivement, ce sujet est vraiment très important. Le deuxième grand type d'attaques que nous constatons, ce ne sont pas les attaques qui sont directement cybercriminelles, mais qui utilisent des outils cyber pour commettre d'autres délits, une autre criminalité. Au premier rang de ces menaces, nous avons les escroqueries financières, les escroqueries en ligne. Les entreprises, notamment, sont beaucoup touchées par les escroqueries aux faiseurs de virements, c'est-à-dire les services de comptabilité des entreprises qui sont visés pour faire un virement sur un compte bancaire désigné par les escrocs et l'argent est très rapidement évacué dans des pays étrangers. Tout le monde connaît l'escroquerie au faux président, au faux changement de coordonnées bancaires, aux faux fournisseurs, aux faux avocats. Voilà ce type d'escroquerie. Aujourd'hui, nous constatons une généralisation de ces attaques et notamment des attaques qui vont toucher les particuliers ou les petites entreprises. C'est ce qu'on appelle les escroqueries au faux RIB. En fait, les attaquants vont euh, pirater une boîte mail de la victime ou de son partenaire, détourner des échanges commerciaux et substituer un faux RIB, le RIB du compte bancaire sur lequel ils ont la main. Voilà, c'est ce genre de technique et c'est effectivement extrêmement difficile à détecter pour les victimes. Le troisième grand type d'attaque qui est également très important, à peu près 30% d'après les études nationales, c'est la malveillance, et souvent interne. Anciens salariés, anciens associés, voilà, ils vont utiliser des techniques informatiques, soit pour se venger suite à un problème relationnel, soit pour voler un fichier client, monter une entreprise concurrente. Voilà. Donc, il ne faut vraiment pas négliger ce type d'attaque et donc il faut se sécuriser vis-à-vis de l'extérieur, mais également en interne au sein de l'entreprise. Et puis le dernier grand type d'attaque, qui est celui qui ne se voit pas, mais qui est le plus important, c'est donc le prépositionnement au sein des entreprises et le vol de données, hein, puisque nous avons tout un système économique criminel qui est basé sur le vol de données et sa revente de ces données intéressantes pour commettre justement des escroqueries ou d'autres types d'attaques. Alors, on va passer à la diapo d'après pour contextualiser un petit peu cette analyse. Et là, vous voyez, je ne veux pas faire de commentaires, mais une petite revue de presse locale qui illustre ces grandes menaces.
que ce soit donc les 4 grands types de menaces que j'ai évoqués. Je passe rapidement à la suite. Voilà, pour vous indiquer l'organisation de la police judiciaire par rapport à ces grands enjeux. Donc, la police judiciaire, depuis plusieurs années, a pris en compte ces sujets, comme nos camarades de la gendarmerie. Et donc, nous avons à Paris une sous-direction de lutte contre la cybercriminalité qui est relayée en région par des unités spécialisées de lutte contre la cybercriminalité. Par exemple, sur la région Nouvelle-Aquitaine, vous avez donc à Bordeaux un groupe de lutte contre la cybercriminalité et des antennes à Limoges, à Bayonne, également à La Rochelle, qui ont pour but d'être en proximité, de prendre les plaintes des victimes dans des bonnes conditions techniques et également de mener un certain nombre d'enquêtes. À Bordeaux, nous sommes notamment chargés de plusieurs enquêtes nationales sur des rançongiciels, directement avec le parquet de Paris, qui a une compétence nationale spécialisée en matière de cybercriminalité. Aujourd'hui, pour faire face à ces enjeux et accélérer la montée en compétences et en puissance des services, nous avons un plan cyber de la police nationale qui vient d'être publié et qui va porter rapidement à une évolution de nos structures, puisqu'il a été décidé la création d'un office de lutte contre la cybercriminalité, l'OFAC, et des antennes territoriales. Donc à Bordeaux, nous aurons une antenne territoriale de l'OFAC avec des détachements à Limoges, à Poitiers et à Bayonne. À court terme, puisque c'est un plan quinquennal, mais le gros de l'effort va être porté dans les premières années, nous devrions avoir un triplement des effectifs dédiés à la cybercriminalité, dans une triple démarche, qui est une démarche à la fois d'analyse stratégique, avoir un état de la menace, avoir des notes d'information, améliorer notre connaissance de ces phénomènes cybercriminels pour pouvoir les analyser et mener une stratégie adaptée à ces attaques, améliorer l'efficience de nos enquêtes, et donc de nos enquêtes notamment spécialisées sur les rançongiciels qui sont aujourd'hui la menace numéro 1 sur nos entreprises, et en dernier lieu pour appuyer nos autres collègues policiers qui ont besoin de techniques cyber pour avancer dans leur enquête. Aujourd'hui, on estime qu'environ 50% de la délinquance est en train de migrer dans les nouvelles technologies. En matière de trafic de drogue, par exemple, vous pouvez commander sur les réseaux sociaux de la drogue et vous faire livrer à domicile. On parle de l'ubérisation des trafics de drogue. Je vous ai parlé tout à l'heure des escroqueries. Toutes les escroqueries, toute la délinquance astucieuse est en train de migrer sur Internet. Et aujourd'hui, les attaquants opèrent de l'étranger au moyen de call centers et avec des techniques mail ou de téléphonie par Internet qui permettent sans risque d'escroquer les gens. Voilà, donc c'est vraiment un plan ambitieux qui va se traduire très prochainement par des renforcements d'effectifs. Je vais passer à la diapo suivante. Voilà, pour vous expliquer, et c'est vraiment le message que je souhaite porter aujourd'hui, un message optimiste, c'est-à-dire que les enquêtes avancent et permettent d'obtenir des résultats concrets et d'identifier des auteurs et de les traduire devant la justice. Voilà, il y a vraiment des résultats et les années qui vont venir vont nous permettre d'engranger encore plus de résultats positifs. Alors, pourquoi? Tout d'abord, parce que la justice s'est organisée avec le parquet de Paris, la section J3 du parquet de Paris, qui a une compétence nationale concurrente des parquets locaux et qui donc a ce travail de centralisation des enquêtes. L'ensemble des rançongiciels relèvent de la compétence d'un parquet unique, d'un procureur unique, qui va désigner le service le mieux placé pour telle ou telle famille de rançongiciels. Derrière une famille de rançongiciels, on estime, bon, c'est des fois une construction, mais c'est une organisation des poursuites, que nous avons un groupe cybercriminel. Et donc, par exemple, Bordeaux, la police judiciaire de Bordeaux est chargée de 4 familles de rançongiciels. Et donc, nous menons ces enquêtes au niveau national, avec l'appui, bien sûr, de notre office central, sur ces 4 familles de rançongiciels. Donc, cette organisation centralisée nous permet de fonctionner bien, que ce soit les services de police ou de gendarmerie. Je vais passer à la diapositive suivante pour vous expliquer également que ces enquêtes fonctionnent bien pour une deuxième raison, qui est l'excellence de la coopération internationale sur ces sujets. Souvent, ce que pensent les entreprises, les victimes, c'est que ça ne sert à rien de déposer plainte puisque les auteurs sont à l'étranger, que la police, malgré toute sa bonne volonté, va buter sur les problèmes
des États non coopératifs, des lenteurs de la coopération internationale. Alors, je peux vraiment témoigner que sur ce sujet spécifique, ça fonctionne extrêmement bien. Europol, qui est l'agence européenne de police, qui n'est pas une force de police européenne, mais qui est une agence qui met en relation les polices européennes et les États partenaires, fonctionne particulièrement bien sur ces sujets, puisque les États, en fait, ont une communauté d'intérêts. Tout le monde est concerné par ces attaques par rançongiciel, tout le monde occidental. Les préjudices sont énormes. Et donc, pour être très concret, nous, on saisit un serveur aux États-Unis en moins de 48 heures aujourd'hui. Voilà, donc il y a vraiment une réactivité très rapide. Sur les enquêtes sur lesquelles nous sommes chargés, nous avons des réunions, on a une enquête qui prospère particulièrement bien ces derniers mois. Nous avons des réunions organisées par Europol tous les mois. Et les contacts par des canaux de coopération sont quotidiens avec les polices de 8 États européens, plus les États-Unis et l'Ukraine. Voilà, donc tout cela fonctionne bien et c'est vraiment le gage de résultats et d'arrestation et de démantèlement de structures criminelles. C'est vraiment la solution. Je vais passer à la diapositive suivante. Pour vous expliquer après vous avoir expliqué pourquoi ça fonctionnait, nous avons besoin des victimes. Et c'est vraiment le sujet. Les enquêtes sont effectivement parfois un petit peu longues, puisque ce sont des enquêtes qui s'attaquent à des groupes criminels organisés. Mais il faut être extrêmement rapide dans les premières heures. C'est vraiment le sujet. Il faut que les entreprises préservent la preuve numérique quand elles vont réparer leur système d'information, quand elles vont réinstaller les sauvegardes si elles n'ont pas été chiffrées, qu'elles vont faire toute la remédiation. Il faut préserver la preuve numérique. Il faut mettre de côté un certain nombre d'éléments techniques qui vont nous permettre de mener ces enquêtes. Cette preuve, elle est extrêmement volatile et donc il est effectivement très très important de nous contacter immédiatement pour qu'on puisse prendre les premiers actes d'urgence. Voilà. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 48 heures, on saisit un serveur à l'autre bout du monde. Mais bien sûr, si on est informé 3 semaines ou 1 mois après la commission des faits, ça n'a plus de sens. Par contre, si c'est immédiat, ça peut être extrêmement efficace. Je vais passer à la diapositive suivante. Voilà, donc là, je donnais quelques détails sur les premières actions à mettre en place. Mais bon, tout ça est un peu général, mais il faut effectivement confiner pour éviter la latéralisation de l'attaque et le déploiement de l'attaque dans l'ensemble du système. Et sauvegarder. Voilà, sauvegarder, collecter les éléments qui vont être transmis le plus rapidement possible au service de police. On parle souvent de la plainte. La plainte est extrêmement importante, il faut absolument déposer plainte. Je vous incite très fortement les victimes à déposer plainte. Mais au départ, quand on est dans la crise, que tout le système est chiffré, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est d'alerter les services. Nous, on va se mettre en rapport avec la société de réponse à incidents, avec les techniciens. On va récupérer les premiers éléments pour identifier la famille, premièrement, et puis après, pour pouvoir effectivement avoir ces éléments de preuve. Et la plainte, le juridique sera fait quelques semaines plus tard, quand l'entreprise sera sortie de la crise et quand on aura déjà un visuel sur l'attaque, un visuel un peu plus complet, et on pourra prendre la plainte le moment venu. Voilà, je vais passer à la diapo suivante. Donc, je pense avoir expliqué pourquoi déposer plainte, mais les raisons sont extrêmement nombreuses et importantes. Voilà, donc, et puis, un élément important, c'est que la police est soumise au secret de l'enquête. En déposant plainte, vous ne prenez pas le risque d'avoir la diffusion de cette information dans la presse, ni d'une information à la CNIL. Chacun est dans son secret professionnel. Vous devez bien sûr obéir aux obligations du RGPD et déclarer une fuite de données à la CNIL, mais ce n'est pas la police qui va prévenir la CNIL. Soyons très clairs, nous sommes soumis au secret de l'enquête. Voilà, je vais terminer pour vous donner en région Nouvelle-Aquitaine une adresse mail qui est aujourd'hui, peut-être que demain on aura un 17 cyber, on aura d'autres process, mais aujourd'hui on a mis en place sur l'ensemble du territoire national au niveau de la police judiciaire et surtout en Nouvelle-Aquitaine une adresse mail qui permet aux entreprises de contacter directement les services spécialisés de la police judiciaire. C'est vraiment la bonne pratique. Je vous parlais d'alerte rapide, donc retenez l'adresse mail cybermenace-bordeaux-intérieur.gouv.fr.